Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous nous retrouvons avec nos amis experts dans le Café des experts économiques avec beaucoup de plaisir. Ali Harbi, bonjour. Bonjour. De retour parmi nous cette semaine. Reda Amrani, bonjour. Bonjour. En forme? Ça va. Très bien. On va beaucoup parler du plan de relance aujourd'hui, un sujet qui nous tenait à cœur. Auparavant, je voulais déjà vous poser la question, les experts, est-ce que vous considérez que le gouvernement algérien a scellé le sort, considère qu'il a scellé le sort de la pandémie, puisqu'on a le sentiment que, avec le retard de la vaccination et la levée de plus en plus des mesures, enfin on est passé à 23 heures pour les wilayas, il y a un relâchement sur les mesures de barrières sociales. Est-ce que vous pensez que le gouvernement algérien a raison de croire qu'il s'en est sorti et que l'Algérie est à l'abri d'une troisième vague Covid? Bon, moi, j'écoute les spécialistes, puisque quand on écoute le professeur Belhoussine ou les autres, ou même le ministre de la Santé, qui est un grand spécialiste, un professeur de médecine actif, je considère qu'il reste prudent, qu'il reste... Mais le personnel politique, lui, comme tu viens de le dire, pense que la chose est réglée. Tandis que les véritables spécialistes restent prudents. Et donc, nous sommes dans cette situation où il y a nécessité de prudence, même si le gouvernement aimerait bien, parce que tout gouvernement, c'est des hommes politiques, il faut qu'ils prêchent la bonne parole, il faut qu'ils remontent le moral des citoyens, qu'ils disent qu'ils font du bon travail, donc ils sont obligés de vendre leur politique. Et donc ils vont dire qu'on est en train de passer, ils sortent même quelque chose d'absurde, l'immunité collective. Pour qu'il y ait immunité collective, il faut qu'il y ait 22 millions et quelques d'Algériens sur les 43 millions qui ont été touchés par la maladie et qui ont développé une défense immunitaire et qui la propagent aux 50% autres de la population. Donc mathématiquement, c'est impossible. On n'a pas eu, en tout cas, quels que soient les chiffres qu'on nous a donnés au cours d'une année, pendant une année, on n'a pas eu des moyennes de 60 000 ou 50 000 malades par jour qui auraient donné 22 millions en une année. Donc mathématiquement, nous on fait parler les chiffres. Donc les chiffres ne donnent pas, ne permettent pas. Et donc nous ne sommes pas à l'abri d'une troisième vague. Non, regardez ce qui vient de se passer en Inde. L'Inde a bien résisté et maintenant c'est redémarré, je crois, la troisième phase avec 100 000 malades par jour. Oui. Même s'il y a 1 milliard d'Indiens. Alors la différence entre nous autres et notamment les pays occidentaux face à une troisième vague, c'est que chez eux, il y a une montée rapide de la vaccination, ce qui n'existe pas chez nous. Bon, d'un point de vue technique, au niveau universel, on est sur la 4e vague. Parce qu'il y a d'un pays à l'autre, il y en a qui ont connu 2, 3, mais quand on fait la synthèse universelle, la courbe présente bien 4 pics. Hein. On est dans le début d'un 4e pic, donc nous sommes dans un début de 4e vague au niveau global. Moi, je crois qu'effectivement, je ne peux pas m'aventurer à dire que le gouvernement sous-estime, mais je dois dire qu'il y a un relâchement. Au niveau des institutions d'abord. Donc, quand on voit les réunions publiques, la manière d'accueillir le public dans l'administration, etc., on voit bien qu'il y a un relâchement. Dans la population aussi, il faut dire qu'il y a un relâchement. Il y a ensuite une minorité d'experts, de professeurs, de médecins qui continuent à dire attention, il ne faut pas se relâcher. Moi, je voudrais aborder le sujet d'un autre côté. C'est que le retard de la vaccination nous met au banc de la société internationale. C'est-à-dire que plus on retarde la vaccination, plus on retarde la reprise des vols, plus on retarde la possibilité d'entrer, parce qu'il y aura des passeports sanitaires, donc la possibilité d'accès, de bouger sur d'autres pays. Hier, je lisais un article de la presse qui dit que la Tunisie souhaiterait bien que les Algériens reviennent cet été, mais la situation va mal, et les deux pays sont en retard de vaccination. Et donc finalement, on ne va pas pouvoir... La différence, c'est que la Tunisie n'a pas fait de fanfaronnade, elle a démarré il y a à peine 3 semaines. Et ils sont bien... Mais ils sont en retard quand même. Ils sont en retard. Mais... Alors, la France est en retard, mais elle va transférer le risque sur d'autres pays. C'est-à-dire, donc, on ne pourra pas venir en Algérie de France et on ne pourra pas entrer en France non plus. Donc, je crois que ça c'est une dimension politique quand même importante parce qu'on ne peut pas continuer, on l'a déjà dit dans cette émission, à fermer les frontières. Et donc, fermer les frontières et attendre que ça passe, je pense que ce n'est pas la bonne politique. Et c'est pour ça qu'il faut donner un coup de pouce à la vaccination. Il y a eu un retard d'amorçage qui est masqué par des déclarations qui disent oui, c'est normal et tout ça, et on va le faire ici, tout ça. Mais on est loin du compte, quoi. On va le faire ici. On a le sentiment que
on a le sentiment que la vraie campagne de vaccination à l'échelle massive ne démarrera que lorsqu'on industrialisera le vaccin russe, puisque c'est de lui qu'il s'agit, en Algérie. Est-ce que tu y crois, Reda? Je pense que c'est ça, parce qu'ils annoncent fin avril, fin mai, entre avril et mai, le démarrage de la fabrication. Donc, ils doivent donc prendre en compte le démarrage de la fabrication pour démarrer massivement les vaccinations. Et là, il va y avoir 6 mois de vaccination intense. Il faut espérer qu'on ne se retrouve pas dans la situation. Moi, la déclaration qui m'a choqué ces 15 derniers jours, c'est celle du président vénézuélien Maduro qui a proposé du pétrole contre les vaccins. Non, on n'est pas ça. Non. Vous l'avez vu? C'est oui, du pétrole contre le vaccin. Non, parce que lui, il subit déjà un embargo économique et militaire terrible. Il a utilisé l'entreprise pétrolière du Venezuela pour aller s'endetter à l'étranger, ramener de l'argent garantissant par le pétrole, et cet argent, il l'a donné au gouvernement pour gérer le quotidien, même pas l'investissement, le fonctionnement de l'économie. Donc, il n'a plus de ressources. Donc, aujourd'hui, il ne peut même pas demander de crédit. Donc, il est obligé de faire du troc. Pétrole contre nourriture, pétrole contre vaccin. En fait, c'est ça, le Venezuela est en train de vendre plusieurs années à l'avance sa future production pétrolière. Ouais. Donc, en fait, il l'a déjà vendu. Non, par rapport au crédit. L'idée, c'était juste de dire que nous espérons ne pas en arriver là. Non, on n'en est pas là. Non, nous, on n'en est pas là. C'est enregistré. C'est enregistré. Vous dites qu'on n'en arrivera pas là. Non, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Il ne faut pas exagérer. On est à combien? 0,2% ou 0,3%? On n'est pas là. De la PIB en endettement extérieur. Autant dire qu'on a 0 endettement extérieur. Non, on est sur ce plan-là, dans une situation très confortable. Alors, pourquoi j'ai choisi de démarrer cette émission avec le point sur la pandémie? Parce qu'effectivement, il faut peut-être alerter un petit peu l'opinion sur le risque d'une 3e vague, et vous venez de le faire, et c'est très bien, on n'en est pas à l'abri. Mais c'est aussi parce que quand on écoute les plateaux d'experts à l'international, sur les plans de relance, les 1 900 milliards de dollars de Biden aux États-Unis, les 700 milliards de dollars de la banque de la Commission européenne en Europe, c'est toujours lié à la fin de la pandémie. C'est-à-dire qu'il y a plein d'experts qui disent que ça ne sert à rien d'injecter beaucoup d'argent si les entreprises sont fermées, si les commerces sont fermés, si les services sont à l'arrêt, etc. Et donc, c'est quand même beaucoup rattaché à la situation sanitaire. Et donc, le plan de relance que demande à chaque émission Reda Amrani, il est quand même rattaché à la possibilité, si Air Algérie, si c'est toujours fermé, si une partie des activités sont fermées, on peut se poser la question de l'utilité de ce plan de relance. On va écouter la réponse de Abdelmadjid Tebboune sur une question qui lui a été posée il y a 48 heures sur Khatat al-In'ash, c'est-à-dire le plan de relance dans notre jargon à nous. On va écouter sa réponse et on va la commenter parce que visiblement, nous entendons peut-être pas ici au Café Presse Économique, au Café des experts économiques et à la présidence de la République, de la même manière le concept de plan de relance. مخطط الإنعاش الاقتصادي احنا وضعناه أمام الملأ. يعني هو نقدر نقول أنها قواعد اللعبة الجديدة. أنت كنت تقول ما يعطوناش وما البنوك ما تلبيش وهذه، أنا فتحت لك البنوك. اليوم ما راكش باغي تستثمر، داك شغلك. مي ما تصيرش تسيب سبب آخر لعدم الاستثمار وعدم خلق مناصب شغل وعدم الانتعاش. راه بدا، لأن الانتعاش في قطاعات، كان قطاع ربما التركيب هذا يعاود يتبنى على أسس أخرى، ولكن القطاع الفلاحي ماشي، والاستثمار في الفلاحة راه ماشية مليح. ونتجاوزوا إن شاء الله هذه السنة نتجاوزوا ال 25 مليار تاع السنة الماضية إن شاء الله. بالنسبة للصناعة الصغيرة والمتوسطة، سياسة اللي كي تحبسناها اليوم في سياسة الإدماج ماشية. اللي كان يستورد الكيت تاع مبردة ولا ثلاجة، اليوم يعرف باللي بعض المواد منها ما تستوردش، صنعها هنا. كاين اللي عندهم امكانيات تاع لومبوتيساج تاع لا كاركاس تاع هذه تاع البلاستيك تاع سيسي تاع تويو اون كيفر اتسيتيرا. اذا راها ماشيه.
ما تظهرش العلن لأنها مؤسسات صغيرة. رضا عمراني رئيس تبون يقول لك باللي سياسه خطه الانعاش هي ماشيه. Donc en fait tu as passé beaucoup de temps à réclamer un plan de relance alors que le plan de relance il est déjà engagé et selon Abdelmajid Tebboune ça marche, il y a des investissements dans l'agriculture. On a changé de stratégie dans la politique industrielle avec l'arrêt de la politique des kits et passage à une politique d'intégration plus ambitieuse. Les banques ont ouvert sont ouverts au crédit. On était hors sujet au Café des Experts Éco. Je ne sais pas, mais pour l'instant, l'activité est stagnante. À part l'agriculture, c'est ce qui est vrai, il y a de l'investissement, il y a du travail, il y a du développement, il y a même le progrès technique qui est en train de se développer au sein de l'agriculture, parce que l'Algérie a fait des efforts immenses au cours des 60 dernières années. Non, mais pour rester sur la réponse d'Abdelmajid Tebboune, moi, le sentiment qu'il me donne, c'est que, bon, je me permets de commenter, hein, c'est que nous ne parlons pas de la même chose. J'ai un sentiment qu'on ne parle pas de la même chose, c'est-à-dire que partout dans le monde, il y a des plans, des incitations publiques à la relance de l'activité. Abdelmajid Tebboune nous parle de mesures qui existent déjà et de changements de stratégie. On a arrêté les kits, on va faire autre chose, l'agriculture fonctionne toujours. Il est mal informé ou il ne comprend pas l'économie? Non, je pense que le niveau d'information qu'il reçoit vient de gens qui ne comprennent pas l'économie. On a des fonctionnaires administrateurs qui n'ont pas une formation d'entrepreneuriat et qui ne connaissent pas l'entrepreneuriat, qui ne connaissent pas ils pensent que le montage c'est du tournevis, on ramène des équipements et qu'on assemble ou qui sont préassemblés, qu'on colle ou quelque chose comme ça. Non. Pour différentes industries, l'économie industrielle est variée et complexe. Hein. Le montage n'est pas le même dans une industrie d'automobile ou dans une industrie d'armement ou dans une industrie d'électronique ou du produit électroménager blanc ou brun. Il y a dans ce genre d'industrie, que ce soit l'automobile ou que ce soit l'électronique grand public ou cela, il y a une masse terrible et lourde de la formation collective où vous avez tout un ensemble de gens qui travaillent de l'importation, c'est-à-dire du débarquement du produit, jusqu'à sa livraison, zéro défaut, dans un emballage approprié qui permette son transport sans qu'il y ait de casse ou de perte. Et donc, vous avez toute une formation collective dans la logistique industrielle, dans le contrôle de qualité, dans le montage. Et donc, il y a tout cet ensemble qui se constitue, qui se forme. Et à partir de cette formation collective, on commence à intégrer, à monter en intégration. Donc il n'y aura pas de résultat dans le moyen court terme, dans le court moyen terme, de ce côté-là, puisqu'il faudra mettre... De ce côté-là, il faut pas être dogmatique, il ne faut pas dire que le montage c'est du tournevis ou c'est du gonflage de pneus. Non, il ne faut pas être extrémiste à ce point-là. On va revenir un peu à non, c'est ce que j'essaie de te dire. Ce que j'essaie de dire. L'annonce de Tebboune, celle-là, ça ne veut pas dire... La première chose qu'il faut en garder, c'est qu'il n'y aura pas de plan de relance, parce qu'il est déjà en cours. Non, et on l'a raté, on ne l'a pas vu, mais il est déjà en cours. C'est ça la première réponse. Moi, je sais une chose, le chômage est là. Et le pouvoir d'achat est très faible. Un plan de relance, c'est relance de l'activité, c'est-à-dire les gens retrouvent des emplois, dans l'informel comme dans l'emploi réel, mais aussi et surtout que le pouvoir d'achat permet à l'économie d'avoir une clientèle, d'avoir un marché. Et ça, c'est pas prévu. Et là, aujourd'hui, ce sont nos contacts, ce sont nos informations qu'on raconte. Aujourd'hui, à partir du 15 ou du 20 du mois, les commerçants disent que les gens leur demandent du crédit. Dans les supérettes, vous discutez avec les à partir du 15-20 du mois, c'est-à-dire à 3 ou 5 jours avant que les gens ne touchent leur retraite ou ne touchent leur salaire vers le 25 ou le 28 du mois, il y a une baisse de l'activité commerciale. Pour les plus heureux, ils touchent leur salaire le 25 mais ce que je dis, c'est ce qu'il y a lieu de savoir, c'est qu'il y a une réelle baisse du pouvoir d'achat, il y a un réel chômage, et le plan de relance n'est pas là. Aux États-Unis, le plan de relance, c'est $1 400 par citoyen. C'est ce qu'on a appelé, ce qu'appellent les financiers américains de la nouvelle école.
l'effet hélicoptère, c'est-à-dire on balance de l'argent sur les citoyens pour redémarrer, leur redonner du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, le constat, c'est qu'il n'y a pas de pouvoir d'achat. Et ce que je dis toujours, je dis, nous avons la chance d'avoir un élément, si tu veux, catalyseur, comme en chimie, qui permet de redéclencher la machine. C'est le secteur du bâtiment et des travaux publics. On va y arriver. Ça, c'est la suite. D'accord, si Pour le moment, on commente la déclaration de Abdelmajid Tebboune. المخطط الإنعاش راهو ماشي علي حربي. Est-ce que toi qui sillonnes le pays, est-ce que tu l'as rencontré ce plan de relance? Il faut dire, je crois que, comme tu l'as dit, on ne parle pas de la même chose peut-être, ou que le président de la République n'a pas les informations nécessaires. Un plan de relance tel qu'il a été de toute façon annoncé par les différents experts qui ont eu à s'exprimer depuis un an maintenant, mais aussi par un ministre qui était là, qui est parti, par le professeur Belmio. Donc quand on lit le document, son rapport, son testament, je dirais, puisqu'il a été publié quelques jours avant son départ, il est clair qu'il faut d'abord une sauvegarde de l'existant, chose qui n'est pas en train de se faire, bien qu'il y ait eu des annonces. L'effet d'annonce a été réalisé, mais sur le terrain, ça ne suit pas. Donc, faciliter les choses par rapport à la CNAS, à la CASNOS, par rapport aux échéances fiscales des entreprises, par rapport au reprofilage et rééchelonnement de la dette bancaire, sur le terrain, ma cache. Il n'y a qu'une minorité d'entreprises qui ont eu accès parce que ce sont des entreprises qui sont déjà de bons clients bancaires, donc c'est plus facile. Mais la grande masse n'a rien vu. Donc déjà, la partie sauvegarde, elle n'a pas été mise en œuvre. Je crois que le gouvernement a totalement laissé tomber en fait cette idée de sauvegarde, donc il laisse les choses se faire bien. Maintenant, la partie relance. La partie relance, je crois qu'avant d'aller parler des secteurs, bon, on en parle à un troisième étage, oui. Mais l'étage d'abord, numéro 2 de la fusée, c'est les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est la politique du crédit. La politique du crédit, le fait de réduire le niveau d'engagement prudentiel des banques ou bien de réduire le taux directeur de la Banque d'Algérie, c'est la moitié du chemin, mais il reste l'autre moitié. L'autre moitié, c'est qu'il faut injecter de l'argent dans le crédit. Aujourd'hui, j'étais en train de lire dans la presse il y a quelques jours, sur le bilan, un article de presse qui dit que sur le bilan des différents comptes Wali, parce qu'ils auront demandé au Wali de faire des réunions de recevoir les doléances des chefs d'entreprise dans des séances comme ça, d'écoute et tout ça. Problème, les gens, pour résumer, si j'ai pas de foncier, si j'ai pas de crédit, si j'ai pas de mécanisme de garantie, je fais quoi? Or, le foncier est gelé, les CalPIREF n'ont pas repris, il n'y a pas de code des investissements, il n'y a pas de crédit bancaire, c'est-à-dire il n'y a pas de cash, même on va à la banque, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de mécanisme pour garantir, donc finalement, les fondamentaux ne sont pas réunis pour la relance. Et donc, on ne peut pas parler de plan de relance si les fondamentaux n'existent pas. Troisième élément, et tout le monde le dit, si on veut booster la relance, avoir un taux de croissance suffisant, on ne pourra pas le faire sans les IDE. Là-dessus aussi, quand on dit IDE, c'est investissement direct étranger. La porte, elle est toujours fermée et actuellement, on est un peu, j'allais dire blacklisté, non, mais on est un peu mal perçu. Le contexte politique, la lecture du climat des affaires fait que les gens sont très réticents à venir. Donc, l'injection importante de fonds qui est demandée soit par le Trésor public, soit par la Banque d'Algérie à travers donc une émission, soit l'injection de fonds par les IDE, les conditions ne sont pas réunies. Donc, pour moi, il n'y a pas de plan de relance. Il n'y en a pas du tout. Alors, est-ce que, quand même, c'est quand même préoccupant, hein, cette approche parce que si le premier responsable du pays n'est pas conscient de ce tableau, de cette situation-là, on n'est pas le parti. On a le sentiment que lui, à la suite, on n'a pas pris tout l'extrait jusqu'à son terme, mais à la fin, il dit, nous, on a ouvert les guichets, on a ouvert les banques et on attend les investisseurs. Et c'est comme ça qu'il finit. Est-ce que c'est possible d'imaginer que c'est ça la vision qu'il a de la situation, que du côté de l'administration, du côté de la régulation, du côté du souverain, le job a été fait, et c'est en fait les investisseurs qui sont... Parce qu'il l'a dit dans l'entretien précédent, qu'il y avait une sorte de grève de l'investissement et que ça participait même du travail de la SABA pour s'aborder l'Algérie nouvelle. Et donc est-ce qu'on peut imaginer que... Toi qui as connu un peu les fonctionnements des cabinets ministériels, Reda, est-ce qu'on peut avoir cette perception à la tête de l'État aussi erronée, aussi fantasmagorique? Je pense que le personnel actuellement politique est complètement incompétent et je mesure mes mots. Moi, quand je lis
Il a M. Khlef à ses côtés, il n'est pas incompétent. S'il te plaît, quand je lis les communiqués du Conseil de gouvernement, parce que c'est du mercredi où on se réunit pour, si tu veux, accélérer la mise en œuvre des décisions du Conseil des ministres et de la mise en œuvre, c'est une coordination entre les différents ministères opérationnels. Quand je lis le communiqué, on dirait que je suis en train de lire le journal officiel, tel décret, telle ordonnance, à des problèmes de développement, à des problèmes de relance économique. On répond par une bureaucratie vraiment terrible. On ouvre de nouvelles lois, de nouveaux décrets. Si c'était les décrets, les lois qui permettaient le développement et la relance, on serait sorti du sous-développement depuis des années. Il y a profusion de lois, il y a profusion de décrets, il y a la bureaucratie. Ce sont des gens qui, face à un problème s'il te plaît, face à un problème économique, social, d'entrepreneurs, ils répondent par des lois. Résultat, nous sommes bloqués. Je lis la presse, j'ai essayé de vérifier ça, hein. Je n'ai pas réussi, je n'ai pas eu le temps de tout vérifier. Mais la presse dit qu'il y a, je mesure mes mots, des milliers de projets d'investissement qui sont bloqués au niveau des différentes wilayas par la bureaucratie. C'était la question que je voulais te poser. Est-ce que toi, qui connais un peu comment ça fonctionne, est-ce qu'on peut imaginer qu'Abdelmadjid Tebboune ne sait pas qu'aucun terrain, aucune assiette foncière industrielle n'a été attribuée depuis son arrivée au pouvoir? Est-ce qu'il le sait? Non, ils sont convaincus du contraire. Il y a, si tu veux, sur le plan de l'assiette foncière, le problème est simple, c'est la bonne loi de l'offre et de la demande. L'assiette foncière, quelle qu'elle soit, il faut toujours, dans une gestion d'une économie de développement, une économie dynamique, il faut que l'offre soit toujours en avance sur la demande et rien d'autre. Aujourd'hui, nous sommes figés depuis plus de 15-20 ans sur 29 700 hectares, si mes chiffres sont bons, de zones industrielles et de zones d'activité, qui en fait sont mal gérées, ce sont presque des terrains vagues. Il y avait un programme, on peut tout dire de l'ancien gouvernement, mais il avait lancé une opération, 50. Les 50, pas zones industrielles, plateformes industrielles, c'est-à-dire 50 nouvelles entreprises qui allaient faire une offre de terrain, de services, de prestations, où les banques étaient là, tout ce programme-là. Eh bien, d'une façon intempestive, on a décidé d'arrêter ce programme. On l'a transféré vers les Wali qui déjà sont submergés et qui ne sont pas des entrepreneurs. Parce que réaliser ces plateformes industrielles, c'est un travail d'entrepreneur. C'est un espace commercial. C'est géré par les règles du Code de commerce et non pas par les règles administratives. Donc, on a bloqué, on a figé ce programme-là et on espère encore dire, tiens, il y a des gens sur les 29 700 qui ont eu des terrains qui ne les utilisent pas en valeur. Même tu leur enlèves 10% des 29 000, ça fait, disons, 3 000 hectares. Est-ce que la demande est d'autre? La demande, elle est supérieure à 50 000 hectares. Et donc, il faut y aller. Il faut lancer ces plateformes industrielles, les enlever aux fonctionnaires des wilayas, les redonner à l'entreprise ou à des entreprises régionales qui sont des entreprises commerçantes et qui vont les réaliser selon les règles de la réalisation d'un projet économique. Alors, on a besoin de comprendre un petit peu sur quoi repose la sérénité d'Abdelmadjid Tebboune. Qu'est-ce qui lui permet de considérer que Rahimachia, parce qu'il utilisait le terme Rahimachia dans tout Rahimachia, enfin, ça résonne avec le Hirak aussi, parce que le Hirak Tanik Rahimachia, c'est la symbolique de la marche. Qu'est-ce qui lui permet de penser que, par exemple, quand il dit on a stoppé la politique des kits et on a lancé une politique d'intégration, Rahimachia, est-ce qu'il y a quelque chose qui permet d'être optimiste? Donc, Reda parlait de l'aspect compétence. Moi, je crois que c'est pas tellement l'aspect compétence. Il y a un problème de compétence, mais c'est pas l'aspect dominant. Pour moi, le problème, il est purement politique. Purement politique au sens où nous sommes dans un contexte où nous avons une résurgence de la mécanique bureaucratique, donc qui revient à la charge. Le schéma de gestion bureaucratique de l'économie est en train de se remettre en place. Il a été secoué pendant l'année du Hirak. Ils ont eu cette pause-là, Covid, pour se remettre en ordre. Et en fait, les gens sont en train d'attendre que la crise passe. Aussi bien une crise politique Hirak, que la crise sanitaire, que la crise financière du pays, avec une éventuelle ou une hypothétique remontée des cours. Et ça signifie quoi, ça, Ali? Ça veut dire pas d'attribution de terrain, pas de permis de construire, pas de crédit, pas d'autorisation, pas de... Pourquoi? Parce que les gens veulent... Pourquoi ces projets sont figés? Pourquoi ces projets sont dans les placards?
parce que les gens ne veulent pas que ça bascule dans une réforme. Parce que le problème, j'ai utilisé le terme de gouvernement inopérant par le passé. Mon ami Omar Barkouk parlait de gouvernement tétanisé par le changement à mener. Et je crois que c'est une image juste. Le gouvernement et l'administration qui va avec sont tétanisés par l'ampleur du changement qui est appelé. Et donc, en fait, on est en train de mettre le frein, c'est vraiment la levée de frein à main qui est en train de se passer pour qu'on impose, y compris au président de la République, un retour à un mécanisme ancien. Parce que ce que tu es en train de dire, par exemple sur le plan des zones industrielles, moi je suis entièrement d'accord avec toi, ça veut dire qu'il faut, oui, pondre des textes, on est obligé de pondre des textes, même si on a beaucoup, pour assainir les zones existantes, pour relancer le schéma des 14 000 ou 15 000 hectares sur une quarantaine ou une cinquantaine de zones, pour ouvrir la gestion des zones au privé, parce que on ne va pas remettre ça entre les mains des Wali une nouvelle fois. Et des Calpiref. Il faudrait qu'on aille vers une gestion purement économique, mais l'administration ne veut pas. Ne veut pas. Ça, c'est de la transformation politique, parce que de la même manière que si demain tu dis pour qu'on ait de la banque, de la vraie pratique bancaire, il faut encore 10 autres banques. Il faut prendre l'exemple du Nigeria, comment ils ont décollé. Ils sont montés à 32 banques, je parle des banques primaires, commerciales. Hein. Bah, il y a eu un phénomène de concentration, ils sont redescendus. Mais pour que tu débloques le dinosaure, pour que tu fasses bouger les gens, il faut augmenter le nombre de banques pour avoir une concurrence. C'est la même chose dans le secteur de la téléphonie. Et c'est quoi ce cartel-là à 3 bonhommes? Il faut lâcher, il faut casser le cartel. Et ainsi de suite dans d'autres secteurs, ça veut dire que c'est de la transformation politique. Cette équipe ne veut pas faire de transformation politique. Maintenant, j'en ai la conviction. J'ai été très gentil pendant 1 an pour dire Belek, il y a une fenêtre, je ne sais pas, etc. Il n'y a pas de fenêtre. On est en train de refermer la fenêtre au nez et je crois qu'on est en train carrément de mentir au président de la République pour dire les choses terre à terre. Enfin, mentir, c'est peut-être bienveillant parce que je suis bienveillant. Oui, parce qu'on peut imaginer. Pas mentir, je vous assure qu'ils sont convaincus de la véracité de leurs analyses et de leurs propositions. Il faut surtout ne rien faire. Surtout ne rien faire. Je t'assure que c'est exactement ça. Et qu'ils arrêtent de prendre des textes, trop de loi tue la loi, comme dirait l'autre. Regarde le contenu des modifs. C'est ce que j'appelle, moi, les réformes à reculons. C'est-à-dire que c'est des bricolages dans les textes. Est-ce qu'il y a, depuis que ce gouvernement est là, enfin, les 3 séries de gouvernements, est-ce que tu as vraiment un texte novateur qui est sorti? Rien. C'est du bricolage dans les textes. Non, la première des choses qu'il doit faire, c'est analyser tous ces textes qui freinent l'investissement, qui freinent la relance, qui freinent l'exportation, qui freinent la croissance de l'emploi. Au sujet de l'exportation, on ne va pas pouvoir écouter un deuxième extrait pour avancer, parce que c'est un peu démoralisant d'écouter le premier responsable du pays parler de façon aussi désinvolte de la situation de l'économie. Je prends la responsabilité de ce que je dis. Abdelmajid Tebboune maintient l'ambition de 5 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures en 2022. Lorsque le journaliste lui pose la question, compte tenu des dernières évolutions, ça paraît très ambitieux, est-ce que vous maintenez? Il a expliqué qu'en fait, ce n'était pas que de l'exportation, c'est aussi des économies, des substitutions à l'importation. Voilà. Et donc, l'un dans l'autre, ça peut aller jusqu'à 5 milliards de dollars. Votre commentaire, Ali, tu disais, c'est des réformes à reculons. C'est dans ce cadre que tu mets la mesure qui a été prise récemment de laisser les exportateurs des services, les laisser garder les devises de leur exportation. Bon, pour cette mesure, d'abord, il faut l'accueillir positivement. Je veux dire, on ne peut que s'en féliciter parce que c'était une revendication qui était levée depuis longtemps. On a dit, pour les services, il faut lâcher les gens, il faut les laisser bénéficier parce que c'est la première relation de confiance qu'on construit avec l'opérateur, surtout pour les petits prestataires de services. Si déjà, il ne va pas récupérer son argent. Nous, ça nous intéresse. Voilà. Nous vendons des solutions, donc, IT. Donc, d'abord, il faut dire que c'est positif. Ensuite, il faut savoir que quand on a réduit au service, et selon les interprétations, parce qu'il y a 3 ou 4 interprétations de ce texte qui circulent, qu'au service numérique, encore plus réduire la fenêtre d'ouverture, mais je ne sais pas, je ne suis pas très sûr, parce qu'il y a un problème de clarification qui est demandé à la Banque d'Algérie ici, de quel service on parle, parce qu'une partie du texte dit les commerçants, au début. Après, le paragraphe d'après parle des services. Et en bas, on chute sur les startups et le digital. Bon. Donc, il y a une sorte de phénomène d'entonnoir dans le texte qui est un peu bizarre. En fait, c'est une mesure peu impactante pour la Banque d'Algérie, vu le volume très faible pour le moment. Mais c'est positif. Par contre, on n'est qu'à la moitié du chemin sur les exportations, disons-le clairement. Parce qu'il faudrait d'abord élargir et clarifier, élargir le spectre des gens qui sont concernés. Et deuxièmement, on est encore dans l'inconnu sur la problématique des achats de services
à l'extérieur. Il est impossible d'imaginer qu'on ne peut que vendre du service. Un prestataire de service vend et achète du service à l'international. Donc jusqu'à maintenant, les gens, je vais dire entre guillemets, trichent un peu, des cartes de crédit par-ci, du Paysera, du PayPal, par le biais de comptes en France. Bon, les gens bricolent, comme on dit. Maintenant, il faudrait autoriser les gens à acheter du service. Et j'insiste sur un troisième point, il faut réellement dépénaliser l'acte d'exporter. Alors, je termine Barka Hussein, parce que là, je voudrais quand même passer le message. Est-ce qu'on trouve normal? Et ça, en pensant à mon ami Nabil, donc entre autres, Nabil Mellah, quand on fait une remise, on va en prison parce qu'on fait une remise à un client. Non, mais dans un pays où j'allais poser la question sur cela parce que d'une remise, il faut dépénaliser. Non, c'est très important que tu l'aies évoqué parce que dans l'explication de l'optimisme BA de Abdelmajid Tebboune, il dit on va atteindre ces 4 ou 5 milliards de dollars hors exportation, hors hydrocarbures, d'exportation hors hydrocarbures, et dedans il y aurait dès cette année 400 millions de dollars d'exportation de produits pharmaceutiques. Et je me pose la question s'il sait que, justement, avec Mérinal, l'un des 2 ou 3 principaux exportateurs dans la filière de la pharmacie est poursuivi, ce que tu viens d'évoquer, en justice, pour une remise sur facture de quelques centaines d'euros. Est-ce qu'il est au courant de cela? Est-ce qu'on peut afficher cette morgue sur les capacités d'exploitation du secteur de la pharmacie en ayant en même temps, et la mesure qui permet ce type de décision complètement abscon est toujours là? Actuellement, si tu veux, la législation algérienne, surtout celle de la Banque centrale, par rapport à l'exportation, est complètement désuète et elle est à contresens. Elle est toujours là. Elle est à contresens du discours politique. Parce que qui dit exportation dit aussi investissement à l'extérieur. Aujourd'hui, on nous sort les diplomates qui vont enfin faire leur véritable travail. Ils retournent à leur mission. Parce qu'un diplomate, le véritable diplomate, c'est le VRP de l'Algérie. Il est là, il est présent sur les marchés, il fait de l'intelligence économique, il ramasse toute l'information sur les marchés et il les donne à ses entreprises et il les assiste. Donc ça fait partie du travail normal du diplomate. Aujourd'hui, on fait ça comme une innovation. Mais un investisseur qui va exporter, il a des frais de service, des frais d'implantation. S'il crée, si vous voulez, un consortium d'exportation dans un pays quelconque qui va se regrouper avec d'autres exportateurs, ils vont investir. Aujourd'hui, ils n'ont pas le droit, du fait des règlements de la Banque d'Algérie, d'investir à l'étranger dans une entreprise d'exportation sur place, l'homme sur place ou la société sur place. Comment peut-on? Aujourd'hui, ils ne peuvent pas payer des services, ne serait-ce que d'intelligence économique, je ne dis pas d'espionnage économique, pour connaître... Par exemple, le laboratoire qui exporte 400 millions de dollars de produits pharmaceutiques a besoin de délégués médicaux pour des marchés dans le pays où il va vendre. Il a besoin de délégués, mais il a besoin de connaître le marché, de connaître ses concurrents, de connaître les produits, le prix. Il est obligé d'investir et d'avoir ce qu'on appelle ça un investissement dans la connaissance. S'il ne peut pas le faire... Mes amis, les experts, je vais vous mettre au pied du mur aujourd'hui parce qu'on nous fait beaucoup le reproche d'être peut-être acerbe dans le diagnostic, dans pointer ce qui ne va pas, etc., dire ce qu'il ne faut pas faire. Et on nous dit souvent, vous ne nous proposez rien du tout. On va imaginer que Abdelmajid Tebboune perde la main. C'est lui qui décide de l'économie politique, des politiques publiques. Il l'a évoqué, je ne suis pas en train d'invoquer un scénario fou. Il a dit s'il y a une majorité parlementaire qui sort le 12 juin, qui appartient à l'opposition, la Constitution prévoit un chef du gouvernement et non plus un Premier ministre qui soutient le programme du président. On va imaginer ce scénario qui paraît très peu probable, évidemment, mais on va imaginer ce scénario. Celui-là ou un autre, qui fait que c'est l'opposition qui a la main, c'est une autre force politique qui a la main au niveau du gouvernement. C'est quoi un plan de relance? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Où est-ce qu'elle doit mettre de l'argent, cette nouvelle gouvernance, qui n'est pas celle de Tebboune, qui n'est pas celle d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle devrait faire? Qu'est-ce qu'elle devrait prioriser? Comment elle devrait opérer? Comment elle va financer ce plan de relance? En supposant déjà, on a bien entendu le message d'Ali Harbi, que le plan de sauvegarde, il est déjà engagé, il est mis en place. Évidemment, c'est par celui-là qu'il faut commencer, sauvegarder l'existant. Mais derrière le plan de relance, et je pose la question à Reda qui en parle tout le temps, où est-ce qu'il faudrait mettre cet argent? Il faut déjà avoir, si tu veux, une stratégie
d'ensemble. C'est là où je dis, il faut qu'on sache où on va, il faut qu'on fasse le diagnostic de notre économie, le diagnostic de notre environnement économique, de nos concurrents internes et externes, parce qu'on a des gens qui exportent vers l'Algérie, qui ramassent de l'argent. On a aussi des concurrents si on veut exporter. Donc il faut qu'on ait une vision, on établisse une stratégie. Et la stratégie commence par le diagnostic et elle va aboutir probablement à des propositions de restructuration économique profonde. Est-ce que le nouveau gouvernement va avoir la force si tu veux, l'autorité pour lancer ces restructurations? Non, on rêve, hein, on va supposer que c'est le cas. Non, on va supposer que c'est le cas. Il y a une nécessité. Il y a une nécessité de revoir, si tu veux, la politique économique, la basée sur l'exportation, parce que quelles que soient les circonstances, on ne peut pas compter que sur le pétrole. Moi, je ne diabolise pas le pétrole. Dieu merci, on a le pétrole. Donc le pétrole va nous assurer 30, 40, 50 milliards d'exportations qu'on peut encore augmenter par une meilleure valorisation sur place. On doit investir. Je salue les 40 milliards que Sonatrach va lancer au cours des 5 prochaines années d'investissement en amont et dans l'aval. Donc on va avoir des transformations ici. On va augmenter, si tu veux, le volume financier des exportations. Avec une meilleure valeur ajoutée, il y a ça. Mais il faut se mettre à exporter la force de travail, l'intelligence, la valeur ajoutée algérienne. Donc, il faut avoir une stratégie d'exportation. Ce sont les stratégies gagnantes. D'ailleurs, je cherche tous les pays qui se sont émancipés, qui ont des taux de croissance de 7, 8, 10%, ils ont des politiques économiques basées sur l'exportation. Et là, il va falloir développer une stratégie d'exportation. Je mets toujours le mot stratégie parce que c'est un ensemble d'outils qu'on va mettre en place. Donc dans le plan de relance, on priorise les filières exportatrices? C'est ça que ça sous-entend? Dorénavant, je n'aide, je ne finance, je ne soutiens que les entreprises qui vont à l'exportation, qui développent des entreprises de production ou de services de taille mondiale et qui vont aller sur le marché de l'export. Ils vont satisfaire, faire de la substitution à l'importation, mais qui vont aussi et surtout rééquilibrer notre balance des échanges. Moi, je suis contre la restriction des importations. Au contraire, je préfère augmenter les importations et même si en parallèle, j'augmente de 5% la valeur la balance, si tu veux, devise, de 2 ou de 3 ou de 4% d'augmentation, eh bien, j'aurais réussi. Il ne faut pas croire que la bonne économie, c'est la restriction dans les importations. 10 milliards de dollars en 2020 de restriction. Ali, oui, moi, je pense que pour le moment, c'est-à-dire dans le contexte immédiat d'un plan de relance rapide, ce n'est pas une approche sectorielle qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, il est trop tôt, vu que tout le monde est dans les starting blocks en termes de secteur, de dire c'est tel ou tel ou tel secteur. Ça ne peut pas se faire tout de suite. Ça viendra peut-être dans 5 ans, où on aura des secteurs qui se distinguent par rapport à d'autres. Mais c'est vrai qu'on sait que, grosso modo, on sait qu'il faut faire de la transformation agricole, c'est-à-dire l'agro-industrie, on sait qu'on a le pharmaceutique, on sait qu'on a de la sidérurgie. Mais pour le moment, ce n'est pas ça le sujet. Je crois qu'un gouvernement ou un nouveau gouvernement ou un salutaire redressement de la vision de l'équipe actuelle, il faut toujours garder espoir, comme on dit que les gens... On ne te sent pas très convaincu, mais on peut le dire. Mais il faut le dire. Mathématiquement, il faut poser aussi cette hypothèse-là, que c'est possible aussi que les gens se réveillent, pour dire qu'aujourd'hui, c'est une stratégie de facteurs qu'il faut mettre en place. Donc la stratégie de facteurs, c'est quels sont les facteurs qui vont déclencher la relance. Parce que les facteurs sont absents aujourd'hui. Donc la stratégie des facteurs, je reviens toujours à la question, c'est de 1, et moi je pense que c'est un élément essentiel, c'est de se remettre dans une logique d'attractivité pays. Et donc là, il faut qu'on repointe, point par point, qu'est-ce que c'est l'élément de diagnostic dont on parlait. Mais le diagnostic est fait, il faut juste que le gouvernement s'attelle à relire les diagnostics précédents pour dire qu'est-ce qui bloque les IDE, parce qu'il faudrait qu'il y ait une attractivité pays. S'il n'y a pas d'attractivité pays, on ne peut ni ramener des gens, ni exporter, parce que l'acte de vendre aussi à l'international est un élément de la perception qu'on a de ce pays-là. Et donc, s'il n'y a pas d'attractivité, les gens n'achèteront pas aussi algérien. Donc, il ne faut pas non plus dire, c'est pas au marché, je viens, je mets un étal. Il faut des marchés, il faut... Bien. Donc, remettre les facteurs d'attractivité, ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, et c'est très important, il faut que la machine du foncier industriel et de l'immobilier de service, parce qu'aujourd'hui ça va ensemble, on parle de parc, c'est-à-dire dans une zone,
tu as 30-40% de services. Ce n'est pas des terrains vagues qu'on met à la place. Donc, tout le service, tout l'immobilier de service qui doit redémarrer, y compris dans les facteurs, le problème de l'Internet. Aujourd'hui, si on ne peut pas avoir ce qu'on appelle un service level agreement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des SLA sur Internet professionnels d'entreprises qui seraient à des débits de 20, 25, 30 mégas garantis, on ne va pas faire décoller la machine, ce n'est pas possible. Que les entreprises fonctionnent avec des coupures et du 2-3 mégas, ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc, le troisième élément, c'est la mécanique de financement. Et moi, je suis extrêmement convaincu que sur la mécanique financière, il faut d'autres banques, nationales ou étrangères, à capitaux, mais il faut relâcher le secteur bancaire et accompagner ça par une nouvelle dynamique de l'assurance. Et ça va ensemble, parce qu'aujourd'hui, les gens, il faut qu'on soit dans la logique des sûretés réelles. Donc, pour assurer le crédit, il faut des organismes des fonds de garantie et que les assureurs prennent plus de rôle. Donc, je crois que cette logique des facteurs, je rajouterai la problématique de la ressource humaine. Donc, mettre le facteur productivité. Voilà, la productivité, pour que sur 2-3 ans, je crois qu'un programme se concentrerait sur 2-3 ans sur une réforme structurelle des facteurs. Et si on arrive à avoir une stratégie facteur, je pense qu'à partir de là, on va avoir des secteurs qui vont se distinguer comme étant champions. Et c'est après qu'on parle ensuite de secteurs stratégiques parce qu'ils ont un potentiel d'être champions régionaux ou internationaux. Parce qu'on parle aussi là de grande masse, hein, c'est-à-dire de faire du chiffre. Hein. Donc, si on se dit que d'ici 15, en tenant compte de la courbe des ressources pétrolières et gazières, et que d'ici peut-être 20 ans ou 15 ans, il faudrait qu'on tourne à 30 milliards de dollars d'exportation par an. Je suis d'accord avec Reda pour dire que c'est le cap unique et c'est le seul contrat de performance qu'on peut avoir pour les entreprises. Si tu veux de l'aide de l'État, il faut que tu exportes. C'est comme ça que ça doit aller. Et si on se projette sur quelque chose comme 30-35 milliards de dollars... en or hydrocarbures. En or hydrocarbures, bien sûr, et en produits hydrocarbures transformés. On veut bien avoir de l'hydrocarbure, mais transformé, donc de la pétrochimie et tout ça. Si on se projette sur cet horizon-là, je crois qu'on doit passer quand même par 2-3 ans de réformes structurelles. Alors, 2-3 ans de réformes structurelles, ça suppose un gouvernement fort, légitime, qui puisse les engager. On n'a pas le sentiment, enfin celui-là, c'est même pas la peine d'en parler, on n'a pas le sentiment que celui qui va arriver le 12 juin avec le niveau de participation que même El-Medjid Tebboune, dans son intervention d'il y a 48 heures, a déjà admis à demi-mot comme étant probablement très faible. Les Algériens, non, ils l'expriment dans la rue les vendredis et les mardis, n'ont pas l'intention, ne sont pas, au moins, ne considèrent pas que c'est le rendez-vous qui va changer, le rendez-vous électoral qui va changer le sort du pays. Donc cette réforme, on a le sentiment que elle ne se fera pas et qu'on va encore être dans la gestion de l'immédiat. Et la gestion de l'immédiat, en ce moment, Reda Amrani, c'est ce sentiment, la lutte contre l'inflation, les pénuries. On parle, Abdelmajid Tebboune a commencé son entretien sur la partie huile, et semoule. Ça a pris un bon moment dans l'entretien. Bon, ça, je pense que c'est futile, ce genre de petits... Dans les ménages, dans les chaumières, c'est pas si futile que ça. C'est futile parce non, de court terme... on a vécu ça en 2011. Hein. En 2011, ça a donné lieu à des émeutes. Ça a donné... Des pénuries ont été créées par des réseaux commerciaux qui obéissaient je ne sais à quoi. Moi, je suis pas... On dit que c'est les grossistes qui refusaient la TVA. Je ne suis pas pour la complotiste ou quelque chose. Non, on dit que c'est les grossistes qui refusaient la TVA. Les grossistes sont une masse maintenant. Ils manipulent des milliards. L'informel, c'est eux. Shkara, c'est eux. Donc, il ne faut pas croire que les choses sont normales ou que les choses sont saines. Il y a des jeux économiques et des jeux politiques qui sont là sur le terrain. Il faut vivre avec cette pénurie d'huile alors qu'on a une surproduction d'huile. C'est anormal. Et donc, où elle est provoquée, ou c'est une réaction à une tentative du gouvernement, si tu veux. Il y a une disposition dans la loi de finances qui va provoquer la fermeture de quelques injecteurs, enfin, ceux qui travaillent sur l'huile, notamment Oran Safi, les Saoudiens, l'investissement des Saoudiens, parce qu'ils ne font pas. Ils ont demandé une remontée en amont de produire la transformation des... Voilà.
en amont. L'oléagineux. Voilà, l'oléagineux, ils ne le feront pas, donc ils vont s'arrêter. Peut-être qu'ils ont commencé à réduire leur production, j'en sais rien. Il y a l'usine de Kouninef qui est à l'arrêt à Djenjen. Elle n'a pas démarré encore. Elle n'a pas démarré encore. Il y a 70. Donc elle ne compte pas dans la balance. Elle compte pas dans la balance. Mais est-ce que c'est pas lié aussi à la production, au risque de la restriction de la production? Je ne pense pas. On n'a pas d'explication sur cette pénurie. Sauf l'huile était, si tu veux, il y avait un lobby de la rapine au niveau de l'huile auparavant. On importait pour 300, 400 à 500 millions de dollars par an, ça dépend des marchés extérieurs, de l'huile brute qu'on raffinait. L'ex-ENCG avait 2 installations de trituration d'oléagineux à Bdjaïa et à Marnia. Je me souviens. Elles ont été fermées par la mafia pour des futilités. Ils ont dit, je t'assure, je n'exagère pas, mais aujourd'hui, ils disaient, tiens, cette trituration crée des produits cancérigènes. Et en fait, c'était la mafia qui s'était installée dans l'importation des huiles brutes de Malaisie, pour l'huile de palme et des autres pays. Et donc, et on se retrouve aujourd'hui avec la même chose. Les Saoudiens, s'ils voulaient, ils auraient dû construire une véritable usine intégrée avec traitement des graines oléagineuses montées en amont comme toute usine d'huile. Non, ils ramènent de l'huile avec le pétrole algérien, ils ramènent de l'huile brute, ils raffinent, et c'est un raffinage input-output, il n'y a presque pas de personnel. C'est vraiment, on rentre un produit liquide, on sort un produit liquide avec quelques produits, si tu veux, pour le savon, la glycérine, un peu de tout, donc dans le raffinage. Et tout ça, c'est du gagnant-gagnant. Mais c'est l'argent du pétrole algérien, il n'y a aucune valeur ajoutée. Enfin, c'est exactement ce qu'a fait aussi Arbarab à Bdjaïa. Arbarab, en plus, il a su que la plus-value était dans le déchargement des gros navires importateurs. Il a mis en place des installations pour décharger un navire en 3 heures. Et donc, il a eu cette intelligence, il gagnait. Maintenant, il est obligé de remonter vers l'amont, il remonte. Il est en train de faire ça. Lui, il est patriote, il le sait, je ne doute pas de son patriotisme, donc il le fait. Mais Kouninef... Mais la pénurie ne vient pas de là, ne vient pas de cette obligation à s'équiper, à avoir de la transformation des graines oléagineuses. Ça vient de sortir de l'informel de la facturation. C'est ça le problème. C'est la facturation. La facturation. Les gens ne veulent pas se comporter en citoyens. Ils gagnent des milliards. Ils n'ont même pas le temps de les dépenser. On parle de la distribution, on ne parle pas des producteurs. Mais je parle des grossistes, des gros intermédiaires. Il y a des gros intermédiaires qui sont installés dans l'agroalimentaire et dans l'élevage, dans les viandes rouges, dans les viandes blanches et dans l'agroalimentaire. Toute la production de tomates industrielles de Annaba, elle part chez des grossistes dans la région de Sétif l'Alma qui ont des stockages et qui, eux, refilent la chose, revendent, et c'est eux qui tiennent le pouvoir, ce ne sont pas les industriels. Eh bien, dans l'huile, c'est la même chose. Ce n'est pas Arbarab qui tient le pouvoir, ce sont ces grands commerçants et qui tiennent le marché et qui ne veulent pas payer leurs impôts. Si on avait supprimé la tape sur la distribution, moi je crois que sur ce problème-là, bon, la suppression de la tape, évidemment, mais je crois que la situation, elle est tellement critique aujourd'hui, et le gouvernement a tellement engagé de batailles perdues sur le problème de la TVA, qu'il faut même supprimer la TVA. Je m'explique. La réforme fiscale de la partie de la distribution, elle doit être radicale, et elle doit forfaitiser le schéma de distribution et le découpler du niveau de revenu. Il faut forfaitiser sur l'actif et pas forfaitiser sur le chiffre d'affaires. Il faut couper. Et on fera une autre réforme plus tard quand on aura réussi à moderniser l'économie. C'est quoi forfaitiser, créer un forfait sur l'actif Forfait sur les stocks, être un peu pédagogique. On peut forfaitiser sur les magasins, sur les dépôts. Tu as un dépôt, c'est 1 milliard par an. Voilà. Et on n'en parle plus. Et le parc roulant ajoute mais comme le parc roulant est souvent sous-traité, c'est un peu plus compliqué, mais c'est faisable aussi. Mais ça peut se faire aussi parce qu'il y a les transporteurs qui devront payer aussi le forfait, même s'ils sont en prestation. Mais je crois qu'il faut découpler aujourd'hui. L'État est en position de faiblesse sur le sujet. Ce ministre en poste, là, sur le commerce, il a engagé 3 batailles perdues. Le lait, la semoule, et maintenant il est en train de perdre celle de l'huile. Voilà. Et donc je crois que, Barakat, comme on dit, 2011, ça a été l'émeute. Il faut qu'on oublie Ali Harbi, c'est une bombe que tu es en train de balancer ici, parce que c'est pas mon idée. C'est pas mon idée, c'est une idée qui a déjà été proposée. Le leader, enfin le porteur à un moment donné de cette idée-là, c'était Sahabi Othmani, donc à qui je rends hommage au passage, qui était l'ancien DG de NCR UBA.
qui disait nous, on est en train de couler à cause de l'informel. D'ailleurs, c'est un des obstacles. J'avais ici hier Nassim Dalibeh qui nous a parlé de l'intérêt des fonds d'investissement étrangers pour venir en Algérie. On a, compte tenu de l'économie post-Covid qui redistribue les cartes, l'Algérie redevient une opportunité dans le contexte post-Covid, notamment avec les politiques de relocalisation près des centres de consommation. Et il disait l'informel est un grand obstacle. C'est pour ça qu'il faut couper dans le vif, oublier cette histoire de fiscalité classique dans le schéma de distribution en Algérie. Oui, je dis c'est une bombe parce que la précédente crise économique de 88-92, qui a débouché sur le rééchelonnement de 94, on a instauré la TVA. Donc il faut l'enlever. Pour la distribution. Pour la distribution. Dès le moment où tu demandes à un commerçant ou à un entrepreneur... Oui, si on enlève pour la distribution, allez, on enlève pour tout le monde. Non, tu gardes tu mets la TVA sur les intrants. Dès le moment où tu demandes à un entrepreneur ou à un commerçant de se mettre au service de la fiscalité, c'est-à-dire toucher une taxe et la redonner aux impôts, c'est-à-dire être le caissier, ça ne rentre pas dans l'esprit dans 2 générations. C'est pas un agent de recouvrement. Il se dit c'est la réalité. Parce que et en plus, le système fiscal ne te restitue pas ta TVA. Donc tu es toujours perdant. Il y a pas, je ne connais pas un entrepreneur ou un industriel qui arrive, qui est à jour de la récupération de sa TVA. Donc non seulement presté pour l'État, et en plus, il ne récupère pas l'argent que lui a déjà payé. On va interroger cette réforme-là la prochaine fois. Ça fait plusieurs numéros qu'on prévoit de parler de cette grande réforme. Est-ce qu'on est mûr aujourd'hui encore pour la TVA? Parce qu'il faut analyser, est-ce que l'informel est bon ou mauvais? Mais si l'informel devient l'obstacle au développement économique du pays, il faut y aller avec la force qu'il le fait. Enfin, avec de la réforme aussi. La réforme, on enlève la source. Déjà, il faut supprimer, si tu veux, la source. Moi, j'avais commencé juste avec la TAP dont on parle depuis longtemps. Les la TAP, voilà, pour la les TAP parce que la taxe sur l'activité professionnelle la première analyse disait que qui est prélevée sur le chiffre d'affaires pour expliquer que les marges dans le circuit commercial, parce que les gens font beaucoup de volume, les grosses. Donc les marges unitaires sont basses, donc elles sont en compétition avec le paiement de la TAP. Ça, c'était la première analyse. Mais il s'avère que maintenant, depuis des années qu'on parle de ce sujet-là, notamment à Caire, à Nebni, dans d'autres collectifs, cette mesure elle-même sera encore insuffisante. Et il faut aller plus loin. Et il faut forfaitiser la relation avec les grossistes sur l'actif et non plus sur le chiffre d'affaires. Et on oublie cette histoire de faire taxer les gens sur le chiffre d'affaires. Ça ne marchera pas, on est en position de faiblesse. Très bien, merci beaucoup. Merci Ali Harbi, merci Reda Amrani. On aura fait quand même beaucoup de propositions dans cette émission. J'en suis très content. Nous vous donnons rendez-vous dans Berdi avec le Café des experts économiques. Et d'ici là, bonne continuation à Tekom Saha. Merci à vous. Merci.